Alors, est-ce que le micro marche? Oui. Bonjour à tout le monde. Je suis Éric Facra au CHU de Saint-Étienne, et puis c'est moi qui ai le plaisir de modérer cette session. Alors, c'est une session qui va être assez exceptionnelle pour deux raisons, hein, parce que d'une part, nous avons deux intervenants exceptionnels et experts dans le champ. Et puis aussi, c'est, je pense, la première fois que Boehringer fait une session dans un congrès de psychiatrie et neurologie. Donc vous ne connaissez pas ce laboratoire. Voilà, donc on est ravis d'accueillir Boehringer dans le champ des neurosciences. Vous savez que Boehringer est un laboratoire international implanté en Allemagne et qui a surtout développé 4 aires thérapeutiques, cardiométabolique, pneumologie, immunologie, oncologie et puis maintenant le système nerveux central avec pas mal de molécules prometteuses dans le développement de la dépression et de la schizophrénie et particulièrement dans les troubles cognitifs. Et c'est sans doute un peu pour ça que ce sera le thème et le fil conducteur de notre symposium. Donc je vais accueillir deux intervenants. Déjà Laurent Lecardeur, et puis peut-être que Julien je t'introduirai un peu plus tard. Donc Laurent Lecardeur est psychologue, neuropsychologue, il exerce maintenant à Nice, il fait des formations de très grande qualité dans les hôpitaux, n'hésitez pas à vous adresser à Laurent Lecardeur. On le connaît bien Laurent Lecardeur, lui c'est pas une nouveauté, hein, il est dans le champ de la psychiatrie depuis quelques années on va dire. Donc c'est un grand spécialiste des thérapies non médicamenteuses, des TCC, de la réhabilitation et du rétablissement, également un expert depuis longtemps sur les troubles cognitifs et particulièrement dans la schizophrénie. Monsieur Lecardeur, vous avez donc un quart d'heure. Merci Monsieur le Président pour cette introduction très sympathique. Donc j'ai un quart d'heure, comme mon nom l'indique, pour vous présenter ces données. Je remercie très sincèrement les laboratoires Boehringer de m'avoir demandé de présenter. Les troubles cognitifs dans les schizophrénies, c'est une histoire ancienne déjà. Et pourtant, à l'aune de la littérature scientifique aujourd'hui, on a la sensation qu'il y a un regain d'intérêt important, ce qui m'a amené à prénommer cette présentation. Pour paraphraser Malraux, peut-être que le 21e siècle sera cognitif ou ne sera pas. Voici donc mes liens d'intérêt. Donc je vous disais, la cognition, les schizophrénies, ce n'est pas nouveau. Les liens entre cerveau, cognition, schizophrénie sont faits depuis longtemps par les plus grands théoriciens, auteurs, psychiatres, neurologues, neuropsychiatres. Depuis le 19e siècle, Eugène Bleuler, par exemple, qui mettait les troubles cognitifs comme centraux dans la symptomatologie de ce qu'il a dénommé les schizophrénies. Et puis pourtant, on voit que la littérature scientifique, à proprement parler, en termes de cognition dans les schizophrénies, elle est plutôt récente avec deux livres seulement dans les années 1980, un premier qui ne porte même pas le nom de psychologie cognitive ou neuropsychologie puisque c'est Psychology of Schizophrenia, et puis le livre célèbre de Christopher Fries, donc Cognitive Neuropsychology of Schizophrenia, qui lui ouvre le champ de la neuropsychologie. Pourquoi si tard? Très certainement parce que hormis les grands auteurs, il n'y a pas eu de véritable recherche scientifique concernant la cognition chez les personnes atteintes de schizophrénie. Et puis d'autre part parce que on n'est pas spécialiste de la cognition en psychiatrie et que les tests qui ont été utilisés pour mesurer les fonctions cognitives chez les personnes atteintes de schizophrénie sont basés sur des modèles théoriques dans des spécialités qui ne sont pas les nôtres, plutôt la neurologie, les maladies neurodégénératives, et donc on a des tests qui ne sont pas adaptés à la symptomatologie de nos patients. Malgré les faiblesses méthodologiques que je viens d'évoquer concernant ces tests, qu'est-ce que aujourd'hui la littérature montre en ce qui concerne la cognition chez les personnes atteintes de schizophrénie?
Ici sur le graphique, vous avez le développement en abscisse, l'âge développemental, et puis vous avez en bleu la fluctuation symptomatique avec 3 bulles qui représentent 3 grandes périodes de développement du cerveau. La période de genèse de celui-ci, la réorganisation qu'on connaît à l'adolescence, et puis tout ce qui est réserve cognitive qui vient plus tard dans la vie. Eh bien, sur cette ligne orange, vous avez résumé en fait les données de ces 40 dernières années de recherche. Donc, premier temps, on met en évidence dans cette littérature qu'il existe en phase prémorbide déjà des troubles cognitifs chez les personnes atteintes qui souffriront plus tard de schizophrénie, mais des troubles cognitifs qui sont ni spécifiques ni suffisamment importants pour qu'on puisse avoir des résultats qui soient visibles à l'œil nu, entre guillemets. C'est pour ça qu'on les remarque que très tardivement. Ces résultats sont surtout issus d'études de cohorte. Deuxième point important, c'est ici donc le fait que la barre commence à monter de manière très sévère, et donc ici on voit que le déficit cognitif se constitue et devient véritablement sévère au moment du premier épisode psychotique. Troisième effet important, c'est que à partir du moment où la maladie schizophrénie se chronicise, la dégradation cognitive, pour en tout cas 80% des patients, semble se stabiliser, avec une vingtaine de pourcents de patients qui, eux, continueront à se dégrader, ce qui représente l'hétérogénéité physiopathologique des schizophrénies et non pas de la schizophrénie. Le XXIe siècle sera cognitif ou ne sera pas. Je vous disais, les épreuves cognitives dont on disposait jusqu'à maintenant sont des épreuves qui n'ont pas été créées pour les troubles cognitifs spécifiques des personnes atteintes de schizophrénie. Et donc s'ouvre l'ère de la neuropsychologie, de la psychologie cognitive de précision, qui sera résolument cadrée sur des troubles cognitifs qui concernent ces patients. On a 2 champs de recherche qui sont aujourd'hui extrêmement porteurs, notamment ce que l'on sait du développement cérébral chez tout un chacun et de ses liens avec les traitements visuels très primaires, avec des batteries qui permettent de, par exemple, tester la sensibilité à des stimuli extrêmement fins et au contraste ici, ou bien les capacités d'inhibition du bruit dans la reconnaissance de forme. Vous avez également des recherches extrêmement intéressantes qui sont synthétisées dans un excellent papier de Clément Dondé dans NBR cette année et qui mettent en évidence donc des tests des tests d'évaluation des traitements auditifs primaires qui sont extrêmement sensibles, par exemple à travers la détection de la durée, de l'intensité, de la localisation des sons. Champ extrêmement porteur puisque depuis déjà 15 ans maintenant, des résultats de recherche ont mis en évidence que si on stimule en termes de remédiation ces traitements auditifs primaires, la littérature met en évidence que l'on stimule la neuroplasticité cérébrale chez ces patients, notamment via l'augmentation des taux sériques de décérine ou bien de BDNF, comme ça a pu être montré dans le groupe de recherche de Vinogradov ou dans les papiers de Scorels plus récents. 21e siècle, année de la cognition ou siècle de la cognition dans la schizophrénie, qui nous permettra de faire la distinction entre des troubles cognitifs secondaires notamment au traitement médicamenteux. On arrivera enfin à faire la différence entre les antipsychotiques de première, deuxième, troisième génération et leurs conséquences sur la cognition. On sait déjà depuis longtemps, puisque la littérature le montre, que la polypharmacie, les anticholinergiques ont des effets anticognitifs, dirais-je, qui sont majeurs. Un point extrêmement important vis-à-vis de l'occupation des récepteurs D2, et quand on outrepasse 80% d'occupation des récepteurs D2, eh bien on a des troubles cognitifs qui apparaissent. Et puis 21e siècle et l'avènement, on a vu la remédiation cognitive dans la diapositive précédente, mais peut-être de psychopharmacologie de la cognition, avec des pistes innombrables qui sont à l'ordre de la recherche pour le moment pour certaines d'entre elles, mais qui pour d'autres sont très très avancées, par exemple en ce qui concerne les agonistes glutamatergiques. Enfin,
c'est envisager la cognition dans les schizophrénies non plus comme la cognition comme étant le reflet du dysfonctionnement d'un seul organe, le cerveau, mais véritablement la cognition comme étant le reflet de dysfonctionnement de multiples organes dans la schizophrénie, dans les schizophrénies, avec ces liens qui ont été mis en évidence récemment entre hyperprolactinémie, dyslipidémie et cognition, ce qui nous amène à envisager non plus la schizophrénie, les troubles cognitifs liés à cette maladie comme un épiphénomène et les conséquences d'un seul organe, mais plutôt comme dans le cadre d'un modèle vulnérabilité-stress de la cognition, où l'individu serait porteur de vulnérabilité à développer des troubles cognitifs et que les stresseurs de l'environnement qu'il rencontre auraient des conséquences dans l'apparition, la manifestation, l'aggravation, voire même la récupération derrière si on amène l'individu à développer des compétences qui lui permettront de faire face à cette interaction entre stresseur et vulnérabilité. J'en ai fini, je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai réussi à tenir mon quart d'heure. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation très complète. Comme on avait dit, peut-être qu'on va réserver les questions pour la fin. Et puis là, je suis modérateur de la session, mais comme je suis organisateur, je vais également nous autoriser à dépasser un petit peu le temps, puisqu'on est arrivé avec 10 minutes de retard. Donc voilà, si vous êtes d'accord, on peut peut-être prendre le temps aussi d'écouter Julien Dubreuc, docteur Dubreuc, à vous. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la psychiatrie française, Julien est devenu stéphanois. Il est parti de Grenoble où il dirigeait les centres experts de schizophrénie et la réhabilitation, et il fait un peu la même chose maintenant à Saint-Étienne. Et la deuxième transformation, c'est qu'il est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent maintenant. Julien Dubreuc, c'est un vrai plaisir d'avoir mon collègue stéphanois qui intervient sur ce symposium avec moi. Donc à toi la parole pour aussi un quart d'heure. Merci Eric pour cette introduction et merci aussi au laboratoire du Boehringer Ingelheim et puis encore bravo aussi à Laurent pour sa présentation. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de vous parler donc de finalement cognition mais aussi surtout rétablissement. Comme Eric l'a dit, finalement, qui est mon sujet, que ce soit effectivement auprès d'adolescents, auprès d'adultes, quels que soient les âges de la vie, on peut parler de rétablissement et de pratique axée sur le rétablissement, et c'est ce qu'on va faire du coup un peu aujourd'hui. Déjà, quand on parle de rétablissement, en fait, de quoi est-ce qu'on parle ? En fait, finalement, qu'est-ce que c'est le rétablissement ? C'est surtout un tournant éthique en psychiatrie. Et quand on regarde la vision en fait de l'OMS dans son plan 2013-2030, elle le dit assez clairement, sa vision c'est un monde dans lequel les personnes touchées par ces troubles sont en mesure d'exercer les droits de l'homme dans toute leur étendue et d'accéder en temps utile à des soins et accompagnements de qualité adaptés à la culture afin de promouvoir le rétablissement et d'atteindre le meilleur état de santé possible et de participer pleinement sans stigmatisation ni discrimination. Donc très clairement, le rétablissement, ça parle de ça. Ça parle de droits de l'homme, ça parle de participation pleine et entière, d'accès aux opportunités, aux droits, sans stigmatisation ni discrimination. Ceci étant, qu'est-ce qui se passe quand une personne rentre en contact avec la psychiatrie et a fortiori est hospitalisée en psychiatrie? Alors c'est un peu moins pire en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, quoique, mais pour autant, quand on rentre en psychiatrie, qui c'est qui rentre? Finalement, c'est les fous, les malades mentaux, et c'est quelque chose qui se construit assez tôt. Quand on regarde le développement en fait des représentations des stéréotypes chez les enfants et chez les enfants, en fait, on voit que c'est assez fixé cette représentation du monde à l'âge de 6 ans, comme les préjugés sur le genre, sur la race, sur la classe sociale, et c'est aussi façonné finalement par ce qu'on va pouvoir regarder. Je vous donne l'exemple du dessin animé Madagascar, dans lequel il y a un personnage, le zèbre, qui dit « Et si on retournait à l'état sauvage ?» Tous les autres animaux lui disent « C'est pas du tout une bonne idée. » Il lui dit « Mais si, mais les pingouins, eux, ils sont retournés à l'état sauvage. » Et du coup, il y a un autre personnage, Alex le lion, qui dit « Mais faut pas écouter les pingouins sont psychotiques, ils racontent n'importe quoi. » Donc qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'un psychotique, c'est quelqu'un qui on peut pas croire et qui raconte n'importe quoi. Et on trouve la même chose pour la dépression avec la faiblesse de caractère, etc. C'est finalement ces représentations du monde, elles sont présentes, les personnes en sont conscientes, et avant même qu'il y ait un diagnostic de posé, lorsqu'elles vont être concernées par des symptômes, ces représentations vont s'activer,
et vont pouvoir, si la personne les considère comme vraies et s'appliquant à elle-même, arriver à ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Et pour illustrer ça, en fait, je vous ai mis une citation de Patricia Digan, donc qui est spécialiste du rétablissement, mais aussi personne qui a une schizophrénie, sur sa première expérience en fait de l'hôpital psychiatrique. Alors heureusement, c'était il y a longtemps aux États-Unis, mais pour autant, est-ce que c'est si différent dans ces représentations qui s'activent? Pas tant que ça. Tout ce que je connaissais, c'était les stéréotypes vus à la télévision et dans les films. C'était Dr Jekyll et Mr Hyde, les tueurs en série psychopathes, l'asile de fous, les imbéciles, les schizos, les dingues, les cinglés, la camisole et les fous délirants. C'était tout ce que je savais sur les maladies mentales. Et ce qui m'a effrayé, c'est que les professionnels disaient que j'étais l'une d'entre eux. Donc d'où l'intérêt de changer. En fait, ce premier contact, et les urgences, ou le premier contact en psychiatrie, qu'il soit ambulatoire et a fortiori en intra-hospitalier, c'est aussi l'occasion que les personnes ne perçoivent pas ça. Et perçoivent au contraire cette possibilité de se rétablir. Et de quoi ça parle finalement le rétablissement? Ça parle de connexion aux autres, relation équilibrée avec les autres, connexion à soi, reprise d'espoir, redéfinir une identité en fait au-delà de la pathologie, être le frère, la sœur de quelqu'un, le fils de quelqu'un, le compagnon ou la compagne de quelqu'un, voire le parent de quelqu'un. Trouver un sens à la fois aux expériences en fait de maladie mentale, mais aussi un sens tout simplement à sa vie, et reprendre en fait du pouvoir d'agir sur le monde, finalement connexion aux autres, à soi et au monde qui nous entoure. Et la question du diagnostic, elle est aussi centrale par rapport à ça, pour pas coller une étiquette pour coller une étiquette, mais explorer avec la personne, un expert par formation, un expert par expérience vécue, qui vont explorer ensemble finalement qu'est-ce qui permet d'arriver à un diagnostic et les possibilités de rétablissement que ça ouvre. Et Luc Vigneault le résume très bien dans son livre « Je suis une personne, pas une maladie ». Souvent, on peut se dire rétablissement, réhab, c'est quoi la différence entre les deux? Au final, est-ce que c'est pas un peu la même chose, blanc bonnet et bonnet blanc? Eh ben en fait pas du tout, parce que finalement le rétablissement, de quoi ça parle? C'est vivre aussi bien que possible. Et maladie ou pas maladie, finalement, c'est quelque chose qui nous touche tous, parce qu'on veut tous vivre aussi bien que possible. Orienter les soins vers le rétablissement, c'est quoi? C'est changer en profondeur le système de soins pour qu'il soit justement plus juste, qui garantisse les droits de l'homme aux personnes et qui permettent aux personnes de se rétablir. Et la réhabilitation, c'est un des moyens d'accéder au rétablissement. Pas le seul. Il y a les collèges de rétablissement, il y a la pérétence, il y a beaucoup de moyens d'accéder au rétablissement, mais la réhabilitation est un moyen, notamment par des effets indirects qu'on abordera, et c'est la question de la cognition, via le renforcement en fait des compétences adaptatives. Donc finalement, la cognition dans tout ça, est-ce que c'est un levier pour le rétablissement? Très clairement, en fait, ça va dépendre, là encore, de comment est-ce que ce rétablissement est entendu. S'il est entendu par les cliniciens, où ça va être la disparition des symptômes et l'amélioration du fonctionnement, très clairement, la cognition a un effet direct. Si c'est le rétablissement tel que je viens de vous le présenter, défini par les personnes concernées, c'est oui et non, en fait, finalement. Ça n'a pas d'effet immédiat. Par contre, ça a un effet clairement indirect, dans le sens où le rétablissement personnel contribue à la stabilité du rétablissement clinique, et le rétablissement clinique contribue au rétablissement personnel. Donc les deux sont importants, et la cognition va jouer un rôle, vous le voyez à l'écran à droite, sur ce qu'on pourrait appeler le rétablissement complet, finalement, qui est à la fois le rétablissement clinique, mais aussi le rétablissement personnel, stable sur un an, et là on voit que les facteurs cognitifs jouent un rôle. Donc finalement, pour explorer un petit peu ça, la question de la remédiation cognitive, elle est très évaluée maintenant, et la remédiation cognitive a un effet qui est clair sur la cognition et sur le fonctionnement psychosocial. L'effet de la remédiation cognitive, il est particulièrement important s'il est associé à des soins de réhabilitation psychosociale. Par exemple, remédiation et habileté sociale vont se potentialiser l'un l'autre, remédiation et TCC, etc. Les effets du coup sont très directs sur les aspects dits objectifs du rétablissement. Ils sont beaucoup plus indirects sur les aspects subjectifs, mais ils sont quand même bien présents parce que très clairement le fait d'accéder à un emploi, de pouvoir reprendre des études ou de pouvoir vivre la vie qu'on souhaite mener, c'est le rétablissement et c'est facilité si on a pris en compte les paramètres. La cognition va faciliter le retour à un emploi qui va faciliter finalement le fait de se considérer comme rétabli. Mais tout ça dépend principalement aussi et surtout d'une chose. Les soins de réhabilitation psychosociale, c'est super, ça marche très bien sur les symptômes, l'insight, l'adhésion au traitement, le fonctionnement cognitif et psychosocial, mais ça peut avoir, si c'est pas associé à l'orientation des soins vers le rétablissement, des effets délétères sur la dépression et sur la qualité de vie, via notamment l'autostigmatisation. Ces personnes qui vont se considérer comme très malades, sans possibilité finalement de se rétablir, c'est ce que Paul Lysaker décrivait, le paradoxe de l'insight, des personnes qui objectivement pour le clinicien fonctionnent bien,
mais ont un trop bon insight, sont conscientes de leur maladie, d'avoir besoin d'un traitement, mais pas conscientes de la possibilité de se rétablir. Et tout l'enjeu, ça va être de pouvoir changer un petit peu ça et de leur proposer en fait les bons soins au bon moment. Si on leur parle de psychoéducation, symptômes, traitement, on les aggrave. Si on leur parle de rétablissement, on leur permet finalement du coup de se réengager dans des projets qui font sens pour eux. Donc pratique orientée rétablissement, de quoi on parle au final ? Je vous avais dit, changer en profondeur le système de soins, c'est passer de la médecine basée sur les preuves à la médecine basée sur des valeurs qui sont explicitées dans le suivi. Première valeur, l'objectif principal des services, c'est de soutenir le rétablissement personnel, donc tel que défini par les personnes concernées. À des moments, s'il y a une crise, la crise peut prendre un petit peu le dessus, mais c'est tout l'enjeu des plans de gestion de crise, des directives anticipées, de continuer à travailler dans cet axe du rétablissement. Deuxième valeur, les actions des professionnels se dirigent vers l'identification, l'élaboration et le travail de soutien aux objectifs de la personne. Pas ceux des objectifs des services, mais ceux de la personne. Troisième valeur, les services de santé mentale travaillent comme si les personnes sont, ou seront, si elles sont en crise, actrices de leur propre vie. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'une des pratiques orientées rétablissement ? C'est se centrer pas sur uniquement les risques, le traitement de la crise, ou la réduction d'un risque, on voit souvent ça en psychiatrie, prévention de l'apparition d'une maladie, prévention de son aggravation, prévention d'une crise suicidaire, avec parfois une tendance à la prophétie auto-réalisatrice. Et très clairement, l'idée, c'est de se centrer sur la personne, et pas sur la réduction des risques, et donc de diminuer les symptômes, bien sûr, mais aussi, et c'est pour ça que vous voyez un grand « et », se concentre et s'appuie sur les aspects positifs de la vie de la personne pour l'aider à vivre aussi bien que possible. La grande différence entre les approches un peu habituelles et les pratiques orientées à l'établissement, c'est que les approches habituelles vont être efficaces sur ce qu'elles visent, les symptômes, le traitement, la crise, mais pas sur les aspects positifs. Les pratiques orientées à l'établissement vont être efficaces sur les deux. D'où l'intérêt finalement de travailler sur ça. Et de quoi on parle ? On parle de citoyenneté, d'inclusion sociale, mais on parle aussi, on peut souvent se dire, oui, mais la société est stigmatisante, ça changera jamais. Sauf qu'en fait, finalement, les expériences de discrimination rapportées par les personnes concernées sont pour un tiers des cas auprès des professionnels de santé et de santé mentale. Donc si on peut changer énormément de choses, et notamment en travaillant sur comment est-ce qu'on travaille avec les personnes et comment on va soutenir du coup leur rétablissement. Mais ça amène finalement à repenser la question du risque en psychiatrie, que le risque, il est aussi associé à des effets positifs. Finalement, s'engager, passer un entretien d'embauche, c'est risqué de le rater. S'engager dans une relation de couple, c'est risqué que ça marche pas. Essayer de draguer, c'est risquer le râteau, etc. Mais c'est aussi risqué que ça marche. Donc finalement, le risque, il peut aussi être positif. Et c'est là-dessus, finalement, que les pratiques orientées à l'établissement invitent finalement à réfléchir. Et pour conclure, finalement, je vous parlerai du coup de ce programme Refocus, qui est un programme que je coordonne, un programme de recherche sur le plan national sur l'orientation en fait des soins vers le rétablissement dans les services de psychiatrie adulte, pédopsychiatrie et aussi psychiatrie périnatale. Et le principe en fait de ce programme, c'est de travailler sur les relations de travail et le soutien au rétablissement personnel. Donc finalement, en formant une équipe entière, donc en travaillant sur les valeurs de l'équipe, sur la définition du rétablissement, en changeant les pratiques de travail, c'est quoi ? C'est finalement comprendre les valeurs de la personne, comprendre ses préférences en termes de traitement, évaluer et amplifier ses forces et soutenir la poursuite d'objectifs personnels. Donc en changeant en fait finalement les pratiques professionnelles d'une équipe entière, on change du coup finalement la définition du rétablissement, l'intention de changer ces pratiques, mais on change aussi surtout l'expérience des soins des personnes concernées qui vont avoir davantage d'espoir, qui vont du coup se sentir plus soutenues et au final se considérer davantage comme rétablies. Ça a marché en fait en Angleterre, d'où c'est originaire. Ça a été adapté avec succès en Australie et maintenant finalement c'est la France. Est-ce que c'est efficace ? Réponse dans quelques années. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Je vais proposer aux deux orateurs de venir me rejoindre à la table. Et puis, comme on a dit, on se prend peut-être entre 5 et 10 minutes pour des questions. Donc, la parole est à la salle. Soyez pas timide. Oui, allez-y, mademoiselle. Est-ce qu'il va falloir que je commence ? Ok, très bien. Je vais commencer. Alors, je vais poser une question à nos deux orateurs.
en commençant dans l'ordre. Laurent, donc encore merci pour cette présentation très complète. C'est une notion, ces troubles cognitifs, cette dimension cognitive dans la schizophrénie, c'est une notion qui a été revisitée depuis maintenant quelques années. Tu as cité les anciens auteurs qui travaillaient dessus avec la notion de démence précoce, de vénasisation des troubles cognitifs et ce long déclin cognitif. Et finalement, les données actuelles montrent que la plupart du déficit cognitif s'installe en début de la maladie. Alors le début de la maladie, c'est quand? Est-ce que c'est le premier épisode? Est-ce que c'est sur les prodromes? Est-ce que c'est avant les prodromes? Est-ce qu'on a plus de données pour savoir quand arrivent ces troubles cognitifs, quand ils s'installent? Merci Monsieur le Président pour cette question complexe. Si on s'intéresse au diagnostic, les manuels de diagnostic identifient deux types de schizophrénie. Les schizophrénies qui apparaissent à l'âge traditionnel de 15-25 pour les hommes, 17-27 pour les femmes, en tout cas pour le premier épisode qui derrière verra une schizophrénie apparaître. On a aussi des schizophrénies très précoces qui apparaissent au cours de l'enfance. Ici on parle des schizophrénies à l'âge adulte, et que on se base sur l'âge de diagnostic, donc on pourrait imaginer que la maladie commence avec le moment où le diagnostic est posé. Malheureusement, oui, c'est malheureux, mais on pourrait dire que la maladie commence trop tard, dans le sens où on a du mal à la diagnostiquer suffisamment tôt, on a du mal à reconnaître suffisamment tôt les troubles quand ceux-ci se manifestent. La littérature dit qu'avant un premier épisode psychotique, la personne présenterait déjà dans une phase de prodrome des signes qui sont avant-coureurs et qui ne seraient pas objectivables parce qu'ils ne sont pas suffisamment durables et ou fréquents et ou intenses surtout, c'est-à-dire qu'ils n'impactent pas et la personne arrive encore à faire face aux conséquences de ces troubles, et notamment les troubles cognitifs. Donc on pourrait dire que la maladie, si tant est que ce soit le cas, elle pourrait apparaître au moins 5 ans avant le diagnostic. Mais si on s'intéresse aux études de cohorte que j'évoquais en 2 mots tout à l'heure, celles-ci montrent par exemple en Finlande que dès l'âge de 3 mois, on peut différencier sur des tâches cognitives très très fines, des différences entre un groupe de personnes qui plus tard développera une schizophrénie. Donc je dirais que et c'est pas moi qui le dis, mais plutôt la littérature. Aujourd'hui, il faut véritablement considérer les schizophrénies comme des signatures neurodéveloppementales avec une apparition extrêmement précoce, mais des outils de mesure qui ne nous permettent pas de mettre en évidence l'existence de ces troubles, et que par conséquent ça fait c'est un appel du cœur à une thématique qui m'est chère, qui est celle de la détection précoce, parce qu'on pourrait penser qu'il y a une fatalité dans tout ça, mais les études me montrent que si on fait de l'intervention précoce chez des gens à risque de transition psychotique, chez qui on a réussi à identifier le fait qu'ils pourraient transiter, bien qu'il y a un potentiel de récupération majeur et que l'individu peut mettre en place des stratégies qui lui permettront de faire face à cette interaction entre des vulnérabilités préexistantes et puis des stresseurs environnementaux. C'est une réponse à une question qui était aussi longue que ta présentation, pratiquement. Donc, je vais y aller un peu plus boulot, mais alors si je comprends bien, effectivement, c'est présent au stade de prodrome, mais lorsqu'on parle de prodrome, c'est les patients qui seront les futures personnes diagnostiquées schizophrénie. Est-ce que c'est présent? C'est les personnes à haut risque. C'est l'ensemble des personnes à haut risque. Alors c'est la littérature aujourd'hui, elle commence à gonfler, mais on dispose de peu de données malgré tout. La littérature, il faut la prendre aussi avec beaucoup de pincettes, parce que comme dans les études dans la schizophrénie, ce sont des groupes très très spécifiques de personnes qui sont identifiées, notamment c'est ceux qu'on appelle les help seekers, c'est ceux qui font appel au service, et donc c'est une population très très particulière. Qu'est-ce que cette littérature elle met en évidence? Elle met en évidence que chez des gens qui transiteront vers une pathologie
chronique, schizophrénie, versus par exemple le trouble bipolaire, on arrive à faire effectivement la différence entre des profils cognitifs différents. Chez les personnes qui développeront un trouble bipolaire, on ne met pas en évidence dans les phases de prodrome de déficit cognitif, alors que chez les personnes qui plus tard développeront une schizophrénie, on met en évidence des déficits cognitifs qui sont déjà de l'ordre, pour les gens qui sont amateurs d'écart type, d'environ 1,5 à 1 écart type en dessous de la norme. C'est pas donc du coup significatif et pathologique tel que nous on le définit en neuropsychologie. Cependant, c'est quand même des déficits qui sont d'une part présents et impactants dans le fonctionnement de l'individu, avec des difficultés à suivre son parcours scolaire par exemple, des effets de stigmatisation comme disait Julien, parce que quand on loupe ses cours au collège, au lycée, on est tout de suite catégorisé, stigmatisé, pas forcément par les camarades mais en tout cas par les profs, par l'éducation nationale et aussi par les parents qui ont du mal à comprendre. Et enfin, je ne sais plus, puisque je fais des réponses trop longues, donc je mets un point à cette réponse. Non, je retiens en tout cas que effectivement c'est non seulement une dimension qui a un intérêt dans le, on va dire dans le pronostic et peut-être un marqueur d'évolution, mais en plus c'est une opportunité pour la prévention. Donc c'est important. Julien, alors si je comprends bien la démarche, en fait, et si on voudrait être jusqu'au boutiste, le rétablissement, ça s'applique, bon, on peut dire aux usagers, aux personnes concernées. Dans le programme que tu développes, en fait, ça s'adresse aussi aux soignants pour qu'ils puissent porter, et c'est vrai, et c'est tout à fait en accord avec les données qu'on a maintenant de la schizophrénie, qui n'est peut-être pas une maladie ou pronostic aussi péjoratif et qui tend dans beaucoup de cas à arriver à avoir une rémission ou même disparition des signes. Mais si on est jusqu'au boutiste, il faudrait porter ce programme aussi au niveau de la population générale. Tu l'as évoqué, donc les acteurs de Madagascar et l'ensemble de la population générale. Est-ce que dans ce programme, est-ce qu'il ne faudrait pas le coupler aussi à des campagnes d'information sur et de connaissance de la population générale sur la maladie mentale? Si, bien sûr. En fait, il faut changer. Un des aspects qui est aussi central, c'est de promouvoir la citoyenneté. Il n'y aurait pas d'auto-stigmatisation s'il n'y avait pas de stigmatisation. Et clairement, c'est un désavantage social, et pourtant on propose des interventions aux individus alors qu'il faut changer finalement leur environnement. Par contre, on utilise souvent, en fait, un peu les professionnels vont se dire, oui, de toute façon, la société est stigmatisante, donc finalement, nous, ça sert à rien de changer. Sauf qu'au final, la connexion ou pas avec les professionnels est un facteur majeur de rétablissement. Et là, ça, pour le coup, on peut le changer. Autant changer les convictions dans la société. On l'a vu en Allemagne, ils ont mené des études sur plus de 10 ans pour essayer de voir si les campagnes, qui étaient très biogénétiques à l'époque, changeaient les attributions en termes des causes de la schizophrénie et les volontés de distance sociale. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça s'aggravait pour la schizophrénie, il n'y avait pas de changement pour la dépression. Donc finalement, les gens aussi avaient plus de soutien, avaient une meilleure vision de l'hôpital psychiatrique, mais ils soutenaient davantage le traitement sous contrainte. Et en même temps, il disait, soit à l'hôpital, soit dans un CMP, mais pas à côté de chez moi. Donc finalement, ça marche pas tant que ça, tandis que changer finalement les pratiques de travail des professionnels de santé, par contre, très clairement, ça s'applique aussi aux professionnels de santé physique et pas qu'aux professionnels de santé mentale, mais ça va venir jouer sur le fait que souvent, les professionnels, sans s'en rendre compte, vont avoir des représentations qui sont très paternalistes, finalement. Attention, si vous prenez un travail, vous risquez de rechuter. Attention, si vous faites ça, si vous faites pas ce que je vous dis, vous risquez de rechuter et de retourner à l'hôpital. Alors que finalement, si on est sur un objectif d'approche si vous faites quelque chose qui correspond finalement à quelque chose qui a du sens pour vous et qui peut vous permettre de vous rétablir, dans ce cas-là, le traitement, et tous ces aspects-là prennent leur sens dans une optique de rétablissement. Donc très clairement, ça va être qu'est-ce qui va faire aussi la stigmatisation dans les services de santé mentale, c'est que la connaissance du label, explicite ou pas, il n'y a pas besoin qu'il y ait un diagnostic. Le patient sait qu'il a des problèmes de santé mentale et qu'il est dans un hôpital. Le clinicien, même s'il lui a pas dit le diagnostic, à l'image schizophrénie, elle va agir très très
comme en fait finalement avec une personne qui a une schizophrénie. Je vous donne un exemple, ça a été fait en fait, et je vous invite à réfléchir aussi sur votre propre pratique, ça a été fait en fait en faisant jouer des acteurs sur finalement une interaction avec une personne et on changeait juste un paramètre, le fait que la personne ait la connaissance que l'acteur avait un label de schizophrénie. Tout de suite les gens se mettaient à parler très fort, en détachant bien les syllabes. Et finalement on disait mais il a une schizophrénie, il n'est pas sourd, il n'est pas déficient. Et réfléchissez finalement si parfois, implicitement, les attitudes ne changent pas dès lors qu'on connaît le label. Finalement, ce label fait que chacun joue un peu son rôle, le médecin celui du médecin, le patient celui du patient, avec un différentiel de pouvoir, parce que malgré tout, dans un service, il y en a un qui a les clés, il y en a l'autre qui ne l'a pas, il y en a un qui a la liberté d'aller et venir, et l'autre pas. Donc finalement... Très bien, donc ça ne rend pas sourd. Écoutez, je pense qu'on arrive au terme, tant pis pour la salle, hein, je voulais laisser la chance de poser des questions, maintenant c'est trop tard, on va arrêter là, mais les orateurs sont toujours là, vous pouvez venir poser vos questions personnellement après cette session. Merci beaucoup, merci.